Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie d'Audrey Randri-Mandrato, avec qui nous allons parler de la sororité. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage tout particulier à Clémence Moulay-Moukouri, la présidente de l'association Fan Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Ceci étant dit, Audrey, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Audrey Randri-Mandrato, et sinon en prononciation malgache, Randri-Mandrato. Je suis la fondatrice de l'association Malagasy Women Empowerment, OMWE, et je suis la présidente depuis 2018. Donc à part ça, j'ai aussi un surnom qui est Audrey sur les réseaux sociaux et dont mes proches me connaissent sous ce surnom-là. Et j'aime bien dire que je crée et ensuite je réfléchis. Ok, merci pour cette petite présentation. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la sororité pour toi? Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi la différence par rapport à la rivalité, parce que c'est son exact opposé? Déjà pour moi, la sororité, c'est un peu, à mon sens, déjà la capacité des femmes à créer des organisations collectives pour se soutenir et pour grandir. Vraiment la sororité, en fait, comme j'aime le dire, c'est cette compétence entre femmes à réussir en fait à laisser leur ego de côté et puis se dire ben tiens, à ce moment-là on va vraiment faire des choses qui seront voilà dans l'intérêt collectif et non pas forcément dans mon intérêt individuel. Et là, comme tu dis, donc c'est vrai que ça vient en opposition à la rivalité féminine, qui sera donc une combinaison déjà entre ce qu'on appelle un peu la concurrence, la jalousie entre femmes, ce que je disais aussi avant, l'ego individuel, et qui sera donc en opposition, là où en fait on aura une opposition entre les individus, principalement entre les femmes et aussi au sein des groupes. Donc moi j'aime bien dire qu'il faut rajouter quand même l'adjectif féminine, à savoir par rivalité. Pourquoi on dit rivalité féminine? C'est parce que c'est un ancrage qui reste sociétal, à savoir qu'on suppose en fait que les femmes entre elles développent une espèce de jalousie naturelle et que en fait c'est une concurrence qui sera basée peut-être sur des caractéristiques comme on a vu avec justement lors de ce mois de l'empowerment, un petit peu des caractéristiques qui vont se baser principalement déjà sur le physique. Après, tout ce qui est autour du mental, donc la carrière, les opportunités personnelles ou encore dans les relations. Mmh. Merci, de nous avoir expliqué ces termes. C'est vrai que c'est important pour moi, vu que c'est un féminisme éducatif, j'aime bien en début d'épisode pouvoir, donner les définitions. Et du coup, ça m'amène à plusieurs questions, notamment par rapport à toi. Pourquoi, tu t'es intéressée à ces sujets? Pourquoi tu as un vrai engagement autour de la sororité? Et aussi, potentiellement, comment on peut faire pour déconstruire cette rivalité féminine pour, aller vers la sororité? Ok. Déjà, moi, c'était hyper intéressant et je pense que je reviendrai dessus après. Mais en fait, pour moi, c'était hyper important puisque j'ai grandi à Madagascar, donc c'est dans un climat où la rivalité féminine, elle est, je dirais, déjà plus prononcée. En fait, quand on est vraiment éduqué à se juger entre nous, à savoir juger la tenue d'une autre collègue, juger en fait si c'est une bonne mère, si c'est une bonne jeune fille, si c'est une fille qui travaille à l'école, si elle a des copains, etc. Et en fait, ce climat-là, il est très prononcé à Madagascar, chose que quand je suis venue vivre en France, j'ai pas vraiment vécu de façon aussi, je dirais, radicale. En fait, je l'ai vécu, mais certes, ça c'était vraiment dans des cercles sociaux. Ça pouvait être à la fac, mais vraiment sous des petites remarques. Mais c'était vraiment Madagascar, c'est un climat qui est assez présent. Et donc en fait, c'est grâce à ce recul-là que déjà, je me suis pas mal interrogée sur ces concepts de sororité, de rivalité, de concurrence. Et pour moi, pour réussir à désamorcer la rivalité féminine, déjà, le premier point, c'est de comprendre
que nous, entre femmes, ou même entre minorités de genre, on ne présente pas un danger, en fait, dans notre propre développement. On va juste se dire que, déjà, il faut comprendre que les autres femmes ou les autres minorités de genre ne représentent pas un danger pour nous-mêmes. C'est pas parce que telle femme, peut-être, on estime plus belle sociétalement qu'elle représente un danger pour notre propre réussite. Et déjà, le moment où on arrive à comprendre ça, ça nous aide déjà à avancer petit à petit dans justement ce désamorçage de la rivalité féminine. Ensuite, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin de la validation masculine pour exister finalement. Ça, par exemple, je prends vraiment cet exemple un petit peu du phénomène dont on parle souvent sur les réseaux sociaux, le phénomène de la pick me. Où en fait on va dire pick me qui veut dire bon bah vas-y accroche-moi en fait pour dire regarde-moi, aime-moi, voilà ce phénomène-là qui dit qu'en fait il y a des femmes qui existent et qui veulent et s'exister par le prisme justement de la validation masculine. Et moi je pense que déjà pour réussir à désamorcer cette rivalité féminine, il faut supprimer de son esprit qu'en fait c'est pas parce qu'un homme par exemple va complimenter plus une femme que nous-mêmes que cette femme va devenir entre guillemets notre ennemi. Et puis enfin, donc pour moi aussi, c'est vraiment ce principe très classique qu'on voit même dans les messages de motivation, etc. C'est qu'on n'a pas besoin d'écraser les autres pour briller. Et c'est vrai que on se rend compte que dans la rivalité féminine, le principal problème, c'est parce qu'il y a toujours une femme, voilà, en général. Ça, c'est vrai que quand même en majorité, ça peut être une femme qui est plus âgée que nous, qui cherche en fait à exercer un, une domination, un pouvoir sur nous pour justement nous écraser de peur après de qu'on prenne sa place ou encore que on efface son existence à elle pour la remplacer entre guillemets par notre existence à nous. Voilà. Ouais, c'est très intéressant, tout ce que tu nous dis et du coup, je rebondis avec, des questions et du coup, mon feedback pour rebondir par rapport à ce que tu viens de me dire. Déjà, par rapport à Madagascar, c'est vrai que j'aimerais bien que tu creuses un peu plus le sujet pour nous expliquer pourquoi il y a une telle différence par rapport à la France. Parce que c'est vrai que, moi, je m'y connais pas et je me dis que potentiellement les personnes qui nous écoutent non plus. Du coup, comme ça permettrait vraiment de comprendre tout le contexte qu'il y a autour. Et aussi par rapport à ce que tu disais, je suis entièrement d'accord, pour la rivalité, féminine, il y a pas de enfin c'est pas il y a pas de danger en fait, on est toutes, complémentaires et comme tu disais, on va chercher à écraser, les autres. Enfin moi en tout cas c'est pas quelque chose, c'est pas dans mes valeurs, ça c'est sûr. Mais après je me dis que s'il y a des femmes qui peuvent penser comme ça, c'est aussi parce que, justement on est dans une société patriarcale, on met beaucoup de bâtons dans les roues, au travers des femmes et je peux comprendre qu'une femme qui a galéré comme pas possible à gravir les échelons puisse après ne pas vouloir que une autre nana puisse gravir les échelons beaucoup plus rapidement qu'elle n'a pu l'avoir. Et c'est vrai que déjà, il faut prendre conscience de ça, il faut prendre du recul. Et du coup, ouais, c'est tout un travail de déconstruction à faire, comme tu le dis, parce que si pour certaines femmes, le regard masculin est super important, c'est un biais par rapport qu'on a eu dans notre éducation et tout ce qu'on apprend en étant enfant. Une fois adulte, c'est beaucoup plus long à déconstruire tout ça. C'est clair. Non mais je suis vraiment d'accord avec toi et je vais revenir un petit peu comme tu disais sur le contexte de Madagascar. En fait, à Madagascar, l'égalité des genres, c'est un terme qui a été remis au goût du jour seulement le moment où il y a eu plusieurs associations, dont la mienne, qui ont milité pour qu'on puisse parler de l'égalité des genres dans plusieurs domaines. Et après, c'est juste que à Madagascar, on a, on va dire, un retard au niveau de tout ce qui est politique publique pour l'égalité des genres. Je dirais bien un retard hein, quand même parce que c'est vrai que j'aime pas, c'est vrai comparer en disant bah tiens il y a les pays du sud, des sud, les pays des nord, retard, avance, etc. technologie. Mais moi ce que je veux dire par là, c'est vraiment que des principes qui nous paraissent aujourd'hui plus simples en France, à savoir, même si c'est pas, je dirais pas, même si c'est pas acquis, à savoir tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, tout ce qui concerne le consentement, tout ce qui concerne l'éducation populaire. Il y a des termes en fait qui vont être plus ou moins connus, on va dire, du public, alors qu'à Madagascar, il y a plein de termes qui ne sont pas connus du public.
à savoir que le consentement, etc., c'est encore très flou pour la majorité de la population là-bas. L'éducation sexuelle, c'est quelque chose de très tabou. Parler des règles, c'est quelque chose de très tabou. Et on a aussi, donc, comme je disais, la rivalité féminine. En fait, on a des femmes qui ne vont pas se cacher justement de considérer d'autres femmes comme des rivales. Et ça, on va le voir très bien dans la sphère publique où le traitement médiatique, par exemple, des artistes malgaches, ou encore le traitement des artistes, des personnalités publiques sur les réseaux sociaux, on voit tout de suite dans les commentaires un petit peu voilà beaucoup de femmes en majorité qui vont venir critiquer, qui vont venir apporter leur point. Et pareil, comme je disais, c'est aussi une ambiance assez pesante puisque moi j'ai vécu dans la capitale. Dans la capitale, c'est pareil. En fait, les femmes, elles vont pas se cacher. En fait, elles vont te critiquer son problème, te poser des regards vraiment insistants. Pour te montrer en fait parfois que t'as pas ta place entre guillemets dans un espace et c'est un peu comme ça en fait que ça fonctionne. Et quand je suis arrivée en France, j'ai vu une certaine libération un petit peu, puisqu'en fait je marchais dans la rue, je me sentais pas. Enfin, il y a des moments bien sûr que tu peux te sentir jugé, mais moi quand je partais, je sortais, je me sentais pas jugée, je me sentais déjà un peu plus libre par rapport à quand j'y étais, voilà dans mon adolescence. Ouais. Mmh. Bah, merci beaucoup de partager, ton expérience. C'est vrai qu'en fait, en France, on a quand même beaucoup de chance et c'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte parce qu'on se trouve toujours ce que c'est pas assez, alors qu'en fait, si on compare la situation à d'autres pays, d'autres villes même, enfin, d'autres endroits, bah, clairement, nous, en France, on est quand même beaucoup plus, avancés. Donc c'est vrai que c'est une chance et c'est important de le valoriser et du coup, tu disais qu'à Madagascar, tu avais une association et du coup, bah, je voulais savoir, bah, quelles actions, tu faisais, bah, justement pour avoir, plus, d'égalité des genres, vu que voilà, parce que ce terme est, comme tu nous as si justement dit, est venu au goût du jour grâce au travail des associations. Oui. Alors nous, notre association, elle lutte pour l'amélioration des conditions et des représentations de la femme malgache et des minorités de genre à Madagascar et dans les diasporas. Et en fait, notre association en tant qu'action, comme je disais, elle est séparée en deux. On a une première qui sera sur les conditions. Donc là, nous, on a des antennes, que ce soit en France, à Madagascar et au Luxembourg actuellement. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir déjà financer des actions autour de la santé sexuelle et reproductive, des actions de sensibilisation, comme je disais, entre les jeunes filles, les jeunes garçons, hommes, femmes. On fait pas mal de sensibilisation, tout ce qui est l'égalité des droits, des sensibilisations également sur Internet pour la violence, pour tout ce qui concerne les violences basées sur le genre, les violences conjugales, morales, physiques, financières et autres. Et dans nos actions, donc on a également toute cette partie représentation, parce qu'il suffit de taper sur Internet femme malgache, et en fait on tombe sur Google, sur énormément de sites internet autour de la prostitution ou encore autour de les femmes malgaches ce sont des femmes vénales ou encore les femmes malgaches n'aiment que les hommes blancs. Voilà, on a pas mal d'articles comme ça en fait autour de la femme malgache et c'est ensuite en allant super bas qu'on arrive à retrouver un petit peu les personnalités publiques, tout ce qui concerne les conditions des femmes, des articles. Si maintenant aujourd'hui on tape Malagasy Women, nous on est dans le top, on a réussi après des années de référencement à réussir à être dans le top justement des pages Google, etc. Et c'était tout notre travail de représenter la femme malgache sous un autre angle, parce que voilà, je vais pas non plus effacer ou mettre de l'ombre sur les conditions des femmes là-bas. Quand je parlais un petit peu voilà des sites de travail du sexe ou autres, mais c'est quand même ça reste le plus important pour nous en termes de militantisme, c'est vraiment aussi de pouvoir présenter la femme malgache sous d'autres jours qui sont voilà qu'on on fait des portraits de femmes malgaches, qu'elles soient connues, pas connues,
On va parler de différents travails qu'elles ont, de différents travaux. On va parler des conférences, on va parler du travail qu'elles ont fait dans l'histoire de Madagascar pour aujourd'hui visibiliser en fait le travail des femmes et le travail des minorités de genre. Donc là, je pense à la communauté LGBTQIA+ de Madagascar et de ses diasporas et de les visibiliser au maximum justement auprès d'un public malgache ou non malgache. En tout cas, bravo, pour, ce que vous faites, comme travail, bravo pour le référencement, parce que c'est vrai que c'est un travail vraiment de longue haleine et en fait, dans ce que je te dis, c'est vrai que, bah, vous avez besoin et c'est normal de rôle modèle et si c'est que le même type de rôle modèle qui ressort, femme vénale, femme, qui travaille, dans le sexe, bah, c'est sûr que niveau représentation, ça va être compliqué pour, une jeune femme malgache de se construire par rapport à ça et alors qu'en fait, elle a besoin, c'est normal de personnes qui lui ressemblent pour, bah, l'inspirer, lui donner confiance et qu'après elle se dise: «Bah, je peux faire de grandes choses». Parce que c'est sûr que déjà si le climat est compliqué et s'il y a pas de représentation, bah, la petite, en se construisant, elle va se dire: «Bah, super, je suis une femme malgache, mais du coup enfin je suis une fille malgache et j'ai rien, enfin j'ai pas d'avenir en fait». Enfin ça peut, pour quand on est enfant ou que sais-je ou par la suite, enfin ça peut être compliqué pour sa construction et du coup, ouais, c'est hyper important ce que vous faites. Oh merci, merci. Avec plaisir et du coup, par exemple, donne-moi, par exemple, des exemples de femmes malgaches que vous avez mis en avant, et que tu trouvais, toi et ton association, qu'elles faisaient un super travail. Oui, donc en fait, on a des femmes malgaches, notamment on parle souvent en fait, quand on fait des événements, on va prendre des profils et des profils atypiques. On a par exemple, déjà, Gisèle Rabessal qui est la plus connue, je dirais, dans l'histoire de Madagascar, puisqu'elle a participé, à l'indépendance de Madagascar et puis ensuite elle est devenue, ministre de l'économie. Et donc, Gisèle Rabessal, c'est un peu la première ministre femme à Madagascar. Moi, c'est un profil qui m'a toujours énormément inspirée. On a aussi donc le profil de Richiani Ratouv, en fait, qui se dit Ratovo en français. Richiani, en fait, c'est une artiste qui, elle a travaillé vraiment sur une forme d'art qui est très spéciale à Madagascar et qui est pas forcément vue tout le temps, donc de l'art contemporain et est venu amener justement de nouvelles choses et qui a développé toute une série en fait autour du bonheur, en fait sur la parenthèse du bonheur. On a également donc une athlète malgache qui s'appelle Sidonie. Sidonie, elle, donc elle a gagné la première médaille justement aux Jeux de la francophonie qui s'est déroulée en RDC. Et en fait, ça c'est tout un tas de profils qu'on met en avant. Et en fait, on se rend pas compte que toutes ces femmes malgaches là, elles ont un poids aussi qui est international. En fait, on peut se dire, ben tiens, en fait, c'est des femmes malgaches qui restent à Madagascar et qui ont du mal à s'étendre, à s'expandre, justement à s'étendre à l'extérieur. Mais en fait, on se rend compte en mettant les profils que c'est des personnes qui sont connues à un certain point à l'international, que ce soit en France, au Canada, peut-être en Afrique du Sud, dans d'autres pays, et qui participent activement justement à cette représentation des femmes. Et on a aussi d'autres profils de femmes qui sont beaucoup plus discrètes. On va pouvoir parler justement des lessiveuses qui existent encore à Madagascar, les lessiveuses qui vont nettoyer donc sur les bords voilà des fleuves ou encore dans des bords des lacs, des lessiveuses qui vont encore nettoyer en plein milieu de la ville. On peut parler aussi de ces profils-là qui n'ont peut-être pas envie toujours qu'on donne leur nom et leur prénom, mais voilà, on va mettre en avant aussi ce type de portrait. Bah, merci beaucoup pour, ces précisions et c'est important en effet de mettre en avant des rôles modèles, qu'elles soient connues, pas connues et par exemple moi je connaissais pas du tout, les lessiveuses avant que tu m'en parles. Après c'est vrai que je connais pas, heu, l'histoire de Madagascar, donc potentiellement si tu pouvais nous raconter un peu, bah, qui sont les lessiveuses? Parce que c'est vrai que ça ça a suscité mon intérêt. Oui, en fait, c'est que à Madagascar, donc ici, on a, un petit peu, on va dire, le lavomatique. En fait, tu vas ramener ton linge, tu vas, passer à la machine à laver, tu vas venir le récupérer, le sécher. À Madagascar, on a encore donc, des lessiveuses, c'est-à-dire des dames qui vont venir récupérer avec, un bac ton linge et qui va te promettre, voilà, en échange d'argent, de venir te le ramener à la fin de la journée
et ça peut dépendre. Elle peut dire, ben tiens, je reste chez vous et je repasse tout ça, je les plie, etc. et vous avez du linge. Ou encore, elle peut dire, ben je vais juste sécher, laver et ensuite je reviens. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand je vais à Madagascar, mon linge, ils sont hyper bons. Mon linge, ils sont hyper bons, vraiment. Il est hyper doux, il est hyper bien nettoyé. Et en fait, c'est vraiment grâce à elles, puisque par leur travail, leurs petites mains, elles vont vraiment frotter. C'est très physique. En général, elles vont venir porter. Voilà, elles peuvent être très âgées, elles peuvent être jeunes, elles peuvent être voilà un peu entre les deux. Ça peut être vraiment tout type de génération. Et c'est quand même un truc qui est, je pense, à mon sens, je dirais à la fois traditionnel et à la fois qu'on garde en fait parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin de travail. Donc sinon c'est pour ça qu'on ne que les tout ce qui est électronique etc. N'est pas forcément hyper développé là-bas puisque en fait on garde quand même cette valeur de se dire qu'il y a des personnes qui ont des travaux manuels et qui ont besoin de garder justement ces travaux manuels et que voilà on cherche pas non plus à les remplacer par des machines. Pareil donc comme l'électricité est souvent coupée là-bas, il n'y a pas non plus trop d'intérêt à avoir des machines à laver, je dirais, là-bas. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que t'as ces lessiveuses, en fait, qui est une pratique qui va être perpétrée après. OK, hyper intéressant, ce que tu nous racontes, comme ça on commence à découvrir un petit bout de l'histoire de Madagascar et je trouve ça toujours hyper intéressant, hyper enrichissant parce que, c'est important de voir, bah, un autre prisme que celui auquel on a l'habitude de voir et comme ça ouvre les esprits et comme ça, enfin, si une personne se rend sur place, elle va pas être «choquée» entre guillemets parce que, bah, en fait, c'est dans la culture et c'est hyper important. Donc ouais, bah, merci pour ça. Est-ce que du coup, il y a d'autres personnalités, comme, les lessiveuses, qui font partie de l'histoire de Madagascar, que tu pourrais mettre en avant? Parce que je me dis, il y a plein de choses à découvrir. Ouais. Ben, à part les lessiveuses, en fait, quand tu vas, bah, là, on peut encore revenir en tout cas sur le sujet de la sororité. C'est que ce qui est pas mal, c'est en fait, on se rend pas compte, mais c'est des cercles dans lesquels elles parlent énormément. Donc si elles sont contre elles de toute manière, je crois que j'ai jamais vu un lessiveur entre guillemets. Ou sinon c'est peut-être la personne qui va venir récupérer le linge du moins. Mais sinon c'est vraiment un truc où en fait tu vas voir il y a vraiment que des femmes. Et c'est assez marrant. C'est un endroit où voilà elles vont se partager le savon. Elles vont quand il y en a une qui est à court voilà de savon, de fer à repasser, de trucs, elles vont se les partager. Et moi, je pense que c'est aussi un nouvel exemple de sororité qu'on voit pas très souvent. Nous, on voit très souvent la sororité interpeller aider une personne dans la rue. On voit, ben voilà, reprendre quelqu'un dans les commentaires d'un post sur les réseaux sociaux. Mais à Madagascar, c'est vrai que c'est un autre prisme, comme tu disais, où à la fois aussi, déjà les lessiveuses, il y a ce côté-là et en fait, comme elles sont en communauté, elles peuvent discuter pas mal de ce qu'elles ont appris de l'extérieur. Ou encore, elles peuvent, voilà, il y a un peu des questions un peu de ragot, parfois aussi des questions de droit, en disant, ben tiens, s'il y en a une qui se fait frapper par son conjoint, en fait, elles vont discuter, quoi. Elles vont dire, ben tiens, écoute, là, c'est difficile, il est un peu violent, etc. Et ça, on s'est vite rendu compte qu'il y avait aussi ce côté-là quand quand voilà, on était amené à côtoyer des lessiveuses ou d'autres femmes, des femmes de ménage ou autres. Et aussi, je peux te parler d'autres personnes donc, qui sont plus, en fait, posées sur les régions qu'on appelle donc les autres régions de Madagascar, les provinces, ou encore donc les régions côtières, celles qui sont proches de la mer, de l'océan. Et en fait, on a des femmes qui vont venir faire le tour des plages et qui vont proposer soit des services donc de massage, voilà, pour vraiment te débloquer le dos. Elle le fait là à la plage, voilà. En plus de ta petite bronzette, t'as un petit massage en direct. Et aussi, t'as ce qu'on appelle donc les masunzuan, en fait, qui sont comme des espèces de maquillage naturel qu'en fait elles vont proposer. Ça va aider à protéger ta peau du soleil donc c'est comme des masques. En fait, ça a un peu la même texture que les masques d'argile. En fait, c'est ça qui va t'aider à protéger ton visage du soleil. En fait, c'est des professions effectivement qui sont très, je dirais, féminines à Mada,
où en fait tu as vraiment des trucs finalement des postes en fait qui sont où tu vas avoir des majorités de femmes. Très rare qu'un homme vienne proposer justement ces masques de protection, et pareil très rare que tu vois un homme proposer directement des massages en direct sur la plage. Les hommes, eux, ils vont plus être dans la vendre du poisson, t'ouvrir des huîtres en direct au niveau à la plage, voilà, te proposer peut-être des services de balade sur des pirogues, des choses comme ça, mais sinon le reste, ça restera quand même plus ou moins féminin, quoi. OK, oui, bah, hyper intéressant. Bah, merci de nous avoir donné ces précisions. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a encore, les métiers sont encore, segmentés, par rapport, potentiellement, le care, c'est pour les femmes et ce qui n'est pas care, c'est pour, les hommes. Et du coup, ça me fait penser que tu parlais de violence conjugale et que c'est quelque chose qui est encore tabou, mais qui commence bah, du coup, les lessiveuses, elles commencent à en parler. Mais du coup, hem, comment ça se passe si une femme, malgache, elle est victime de violences conjugales? Est-ce que, les policiers, ils pourraient prendre au sérieux sa plainte ou c'est encore compliqué? Bon, déjà en France, ça peut être compliqué sur ces questions-là, hein. Donc ouais, ça m'intéresse. Mmh. Bah, c'est une super question parce que violence conjugale, comme tu dis, déjà en France, c'est assez compliqué. On a peu de plaintes qui sont reçues, peu de plaintes qui sont déclarées, un traitement aussi au niveau de la police qui peut être compliqué, ou au niveau des institutions compétentes qui peut être compliqué. Et à Madagascar, c'est la même. À Madagascar, en fait, tu vas avoir un espèce de en fait, tu vas avoir un peu des 2, c'est-à-dire que tu vas avoir des extrêmes. À la fois, ça peut être assez extrême, dans le cas où je sais pas si tu l'as vu, mais ils ont fait passer une loi pour la castration chimique ou physique des violeurs d'enfants. Et à Madagascar, c'est là où je te dis, il y a quand même 2 extrêmes, c'est qu'à la fois, on a soit directement bah, castration, etc., la prison à vie, pas d'insertion, voilà. Soit on a un autre côté où en fait c'est un côté très silencieux, à savoir que la famille, ça va déjà se passer au sein de la famille, c'est que on a créé une espèce de loi, enfin c'est pas vraiment une loi, mais c'est comme un dispositif en fait où à l'intérieur on va dire d'abord on fait le consensus en famille, à savoir que quelles sont les peines qu'on va appliquer vis-à-vis du conjoint qui a frappé sa femme, ou encore vis-à-vis du violeur, enfin qui peut être un oncle, voilà, un cousin, un frère, enfin bref. Et d'abord il y a une discussion familiale, et dans cette discussion familiale, c'est après qu'ils voient si on passe quand même au stade de porter plainte ou pas. Et donc en fait tout se joue finalement dans ce qui se passe en famille, à savoir que nous, on a un adage qui dit que le foyer est à conserver avant tout. Donc nous, on a un adage voilà qui dit qu'il y a le foyer à conserver avant tout. Donc forcément, tout se passe au niveau du foyer. Si déjà au niveau du foyer, la famille se dit bah non, ça sert à rien qu'on porte plainte, elle reste, elle dort chez nous peut-être 1 mois, 2 mois, le temps que les tensions se calment, et après elle revient au foyer. Dans ce cas-là, en fait, on vient annuler déjà un petit peu ce côté justice, de ce côté un peu de justice physique. Et puis dans le moment, en fait, on passe voilà au niveau de la plainte. C'est vrai qu'il y a pas mal de d'institutions dites compétentes qui vont pas prendre au sérieux cette plainte-là, qui vont dire ben si ça reste votre mari, vous savez, est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose qui peut l'énerver? Voilà, en fait, c'est les mêmes questions que comme on peut retrouver ici, en fait, juste autour de la violence. Et puis le dernier stade, c'est si vraiment on arrive à porter plainte, qu'il y a un procès. Le truc, c'est que, comme je disais, il y a 2 extrêmes. Soit on va être, bon, bah, on condamne le mari, et dans ce cas-là, tu ne le reverras plus jamais. Et là, à ce moment-là, le système carcéral à Madagascar, il est quand même vraiment pas terrible. Et sinon, on a un autre extrême qui sera, bon, bah, vous revenez dans le foyer, vous devez ça à votre mari, c'est votre devoir en tant que femme, voilà, de supporter certaines choses. Et voilà, on se retrouve en fait à avoir comme en France ou comme dans notre pays, plusieurs femmes qui refusent de porter plainte puisqu'elles savent, entre guillemets, que ça servira à rien au final. Mmh. Bah, merci pour toutes ces précisions. Mais du coup, c'est vrai que j'ai envie de rebondir. Par exemple, tu disais que le système carcéral n'était pas terrible, mais du coup, en fait, c'est parce que par rapport à ce que tu as dit, vu que c'est dans les 2 extrêmes, je m'étais dit que, bah, du coup, s'il finit en prison, c'est quand même une bonne chose. Mais du coup, comment est le système judiciaire, à Madagascar? Mhm. Le système judiciaire à Madagascar, malheureusement, il est à la fois très corrompu,
Donc les gens peuvent s'en sortir en fait. Le moment il a fait peut-être une nuit en prison, mais que c'est une personne qui a les moyens de sortir de là. Dans ce cas-là, il suffit qu'il paye, ou encore qu'il y ait quelqu'un d'autre qui paye pour lui, et il sort directement. Sinon, ça peut être aussi corrompu à un niveau un peu plus élevé, donc au niveau des juges carrément, au niveau des magistrats, de la police, voilà. Il y a quand même une énorme corruption, et pareil, on le voit direct dans les violences conjugales. On voit que, en plus à Madagascar, il y a un truc où les femmes, elles sont plutôt démunies en termes de finances. Voilà, on va avoir plutôt des femmes qui vont avoir plus de mal en fait à avoir autant de capital qu'un homme. Et ça aussi, on le voit voilà via des mariages où c'est très inégalitaire. Et donc dans le système carcéral, je pense que c'est un système carcéral qui le comprend. Donc ils savent très bien qu'à un moment, en fait, elle va lâcher l'affaire puisque ça va coûter trop cher ou que voilà, elle peut se mettre dans des ou voilà au niveau des rumeurs, ça a commencé à prendre et donc elle va pas vouloir continuer et que le système carcéral à Madagascar aussi est terrible. En fait, je peux quand même remercier des médias comme Brut, Combini ou d'autres qui en France ont fait pas mal de documentaires autour de ça. Et donc là, il y a Combini, une fois, ils ont fait un documentaire autour des prisons à Madagascar qui font partie des pires dans le monde, où en fait, tu peux retrouver 40 hommes dans une même pièce qui peut être une pièce voilà, de 20 mètres carrés, 25, 30 mètres carrés maximum, mais t'as genre enfin, on va avoir 40 mecs collés qui vont devoir faire leurs besoins dans les mêmes endroits, manger les mêmes choses, voilà. Et en fait, c'est là où je dis que quand même le système carcéral est terrible, puisqu'en fait ces gens-là, une fois qu'ils ont fait de la prison à Madagascar, revenir en société, être réintégrés, c'est vraiment pas possible, vraiment pas évident. Dans ce cas-là, tu vois, il y a quand même c'est pour ça que je prends quand même les choses avec une demi-mesure, où on peut penser que ouais, c'est bon la prison. Au final, je me dis cette personne pourra au contraire être encore plus impactée mentalement et faire des choses pires en ressortant justement de prison. Merci beaucoup pour, tous ces éclairages. Clairement, oui, de ce que tu nous dis, c'est une vraie déshumanisation qui a lieu dans ces prisons, quoi. Voilà, c'est ça. C'est assez affolant, je pensais pas que c'était comme ça, donc c'est important de mettre la lumière dessus et comme tu dis, se réinsérer en société par la suite, bah, c'est vrai que c'est du difficile. Après, bien sûr, c'est quelque chose que la personne a mérité vu qu'elle est en prison, c'est clair. Mais après, comme tu dis, en fait, elle peut recommencer, parce que, bah, du coup, vu qu'elle connaît que la prison, bah, potentiellement, elle veut peut-être retourner en prison parce que, bah, elle peut plus se réintégrer. Donc au final, ça va être une nouvelle personne C'est qui va ça. souffrir derrière. Donc c'est pas une bonne chose du tout de faire les choses comme ça. Mais du coup, par rapport à ce que tu me dis, parce que c'est vrai que, du coup, j'ai une pensée pour, toutes ces femmes qui, qui sont victimes de violences à Madagascar et qui peuvent pas quitter le foyer, soit parce qu'elles n'ont pas l'argent, soit parce que la société fait que, soit parce que la justice est corrompue et compagnie. Et du coup, je me demandais s'il n'y a pas des associations qui recueillent du coup des femmes victimes de violences pour les aider potentiellement à trouver un autre emploi ou les mettre en sécurité. Oui. Donc ça, c'est une bonne remarque. En fait, nous, il y a quelques années, donc à peu près il y a 6 ans, on était capable de citer justement ces foyers. On pouvait dire, bah tiens, il y a le foyer, tel foyer, il y a tel hôpital qui va prendre en charge, il y a telle association qui va te prendre en charge. Aujourd'hui, en fait, on a l'impression d'être un peu délaissé, déjà en termes de financement, de délaissé matériellement, délaissé à chaque fois légalement puisqu'il y a toujours des lois en plus qui viennent un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues en tant qu'association. Et c'est là où en fait ça va être triste parce que je vais dire, actuellement, il me faut vraiment un travail de reprospection pour être capable de te dire aujourd'hui, tel foyer peut prendre telle femme en charge, tel foyer peut aider telle femme en charge. Il y a l'association de la première dame de Madagascar qui s'appelle l'association FITIA, en fait, qui veut dire amour. Cette association, elle s'est chargée de ça pendant un moment. Il y a eu les numéros. On s'est vite rendu compte que ces numéros-là étaient un peu comme ici surchargés. Quand les autres associations ont voulu recréer également des dispositifs, on a malheureusement eu des bâtons dans les roues. Il y a eu également Women Break the Silence à Madagascar, donc contre la culture du viol à Madagascar. Mais aujourd'hui, dire qu'on est capable de les accompagner sur du long terme,
être là, avoir des foyers pour les accueillir, etc. Franchement, malheureusement, on est arrivé à un stade où c'est de plus en plus difficile. On fait comme on peut. On essaie vraiment, voilà, on essaie de les assister même sur les réseaux sociaux, physiquement. Mais c'est vrai que après sur place, ça reste quand même quelque chose d'assez difficile. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais aujourd'hui, comme je te disais, c'est dur de dire que on a des projets visibles. Et je pense aussi pour la protection des femmes, on voit pas très bien. Ça va plutôt se faire de bouche à oreille plutôt qu'on va avoir toute une maison vraiment consacrée pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment triste, le manque de financement pour faire vivre les associations et du coup, ça m'amène forcément à une question imaginons que un auditeur ou auditrice de Matrimoine féministe aimerait aider une association à Madagascar, la financer. Comment elle peut s'y prendre? Quel est le process, la marche à suivre? Ok. Si donc vous voulez, ça je m'adresse directement à vous. Donc si vous voulez vraiment faire des dons, participer, appuyer, venir à nos événements ici à Paris ou encore dans d'autres villes de France, Luxembourg, etc. En fait, vous avez la capacité aujourd'hui de faire un don directement sur la page de notre association. Donc mon association elle s'appelle Malagasy Women Empowerment. Évidemment, Estelle, je t'enverrai les liens vers la fin si tu as besoin. Donc vous pourrez aller directement sur les réseaux sociaux. On a quand même mis pas mal de liens pour les dons. Ça déjà, il y a ça. Et puis un deuxième, en fait, nous on développe quand même des services, des produits que vous pouvez acheter. Donc en échange, en fait, ça permet de financer l'association et toutes les actions qui sont autour. Et si vous êtes intéressé par des associations autour des enfants, peut-être des sujets qu'on ne couvre pas forcément, les associations, l'environnement, la protection des animaux, autre chose, donc la protection aussi des réfugiés politiques, enfin ce genre de choses, n'hésitez pas donc à nous écrire, puisqu'après on pourra vous rediriger évidemment sur d'autres associations. Mais en tout cas, ce que nous on développe aujourd'hui, c'est vraiment créer des événements communautaires, à savoir que on a fait un festival qui s'appelle Tombovo, où en fait on a vendu des affiches, l'entrée était libre, mais sur place vous aviez pu acheter des produits directement des associations. Vous aviez pu également, les associations ont pu également vendre des produits, prendre des dons, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un élan suffisamment fort en fait pour aider les associations à intégrer ça dans leur modèle économique de l'année, ce qui fait que ça les aide aussi à financer des actions après à Madagascar. Merci pour ces précisions. Bien sûr, je mettrai, le lien dans la description de l'épisode pour, de ton association et du coup, voilà, je veux rebondir sur 2 points, par rapport, qu'est-ce que vous développez comme service produit et parle-nous plus en détail, du festival, attends, Taombaouvao, enfin, je l'avais noté ça, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Non, non, c'est bien dit. C'est fait exprès en plus que ça puisse être dit bon, justement de toutes les façons. Ouais. Trop bien, si tu peux nous en parler. Ok, alors le festival Taombaouvao, nous on le dit comme ça, mais c'est vrai que ça peut se dire comme tu l'as dit, Tao Bao Vao. Ça veut dire Nouvel An malgache. Et en fait, comme le Nouvel An chinois, on a un calendrier qui va se reposer sur un calendrier lunaire. Et en fait, en général, ça sera à peu près, je dirais, la 4e semaine de ce calendrier lunaire. Là, on a pu le voir, c'est tombé en même temps que le Ramadan. Donc c'est bien, c'était vraiment pareil, reposé sur le même cycle lunaire. Et donc le festival Tambovo, c'est également en fait un festival. On n'en a pas énormément parlé, on aurait peut-être dû, c'est vrai, faire des ateliers autour justement de toute la signification aussi de ce festival. C'est un festival en fait qui était autour de l'engagement sociétal et l'engagement environnemental de Madagascar. C'était aussi une occasion en fait de remettre au goût du jour ce nouvel an malgache qui en fait a été comme je dirais, ça a été une fête secrète après durant la période de la colonisation, ça a été une fête secrète en fait, où en fait les Malgaches se retrouvaient en famille pour justement se souhaiter la bonne année, faire, danser, manger, boire de l'alcool comme les Malgaches aiment bien faire, boire de l'alcool et faire la fête. Et aussi, c'était une occasion de discuter justement de leurs conditions à l'intérieur. Donc c'est aussi, ça tombe, pour les personnes qui s'y connaissent en astrologie, ça tombe voilà dans la saison du poisson. Et à Madagascar, effectivement, on a une saison du poisson
qui s'appelle, voilà, ça aussi c'est dans l'astrologie malgache, pareil, qui s'appelle Poisson, donc Alouti. Et c'est marrant parce qu'on se dit qu'il y a des cultures très différentes, que c'est à des temps très différents. Au final, il y a plein de choses qui se rejoignent en termes de spiritualité par rapport à plein d'autres communautés, plein d'autres tribus. Et le festival Tambova, en fait, ça a été l'occasion pour nous déjà de le faire sur 3 jours. Un premier soir où c'était la fête, donc pour la lutte pour les droits des femmes tout court. Donc on a mis en avant des artistes malgaches, des DJ malgaches. On a créé vraiment un espace, on va dire, sain, histoire que tout le monde se sente à l'aise dans cet espace-là. Dans un deuxième temps, on a aussi le samedi fait un marché et le dimanche un marché. Et on avait donc des escape games, des ateliers jeux de société. Il y a eu des petites conférences, à savoir un plateau podcast autour d'une autrice qui s'appelle Marie Ranzanour. Pareil, on faisait pas mal de petites activités. Il y a eu un stand de street food avec de la nourriture malgache. Voilà. Donc ça avait été un petit peu ce qu'on a réalisé au sein du Tambovo. Bien sûr, tout n'était pas parfait. L'idée, c'est quand même de pouvoir faire plusieurs éditions et d'essayer de faire ça de façon encore plus grande pour qu'on touche de plus en plus de communautés malgaches et non malgaches. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions, parce que c'est vrai qu'avant que je te rencontre, avant que je te rencontre, je n'avais pas du tout idée qu'il y avait un nouvel an malgache. Enfin, tout le monde connaît le nouvel an chinois, parce que c'est très popularisé, mais c'est vrai que le nouvel an malgache, on en parle, moi j'en ai pas entendu parler en tout cas, jusqu'à présent. Donc ouais, je trouve ça super chouette de le valoriser, parce que c'est des traditions qu'on connaît pas, et pourtant c'est hyper intéressant de s'enrichir, des autres, parce que, il y a une certaine complémentarité, et ça, je trouve ça super chouette. Et en plus, comme tu disais, ça a une très enfin, c'est beau aussi la naissance de ce festival, parce que malgré le malheur qu'ils ont pu vivre avec la colonisation, ils ont réussi à, à créer cette fête pour, pour se faire du bien, et pour, discuter de leurs conditions, pour pouvoir avancer, et c'est vraiment un message très fort, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait exprès aussi comme je disais, les Malgaches aiment faire la fête. Alors très souvent, si c'est des soirées, on va mobiliser très facilement énormément de monde. Et c'était aussi une idée de dire, ben tiens, au-delà de faire la fête, il y a aussi des engagements sociétaux qui se font, dont peut-être on n'a pas connaissance. Et en fait, les retours qu'on a eus étaient super positifs. Les gens arrêtaient pas de nous remercier, en fait, pour nous dire, c'était vraiment une occasion de manger malgache, de pouvoir consommer malgache et de connaître en fait des artisans, des artisanes, d'acheter des choses pour Madagascar, des livres, de connaître l'histoire, de rencontrer des associations qui font des choses, de participer à des courses, de faire un escape game et d'apprendre des nouveaux termes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était ça le message fort de cet événement, c'était de dire, certes, nous ne sommes pas à Madagascar, nous sommes à l'extérieur, mais c'est aussi une occasion pour nous, voilà, d'appuyer encore justement cette attache culturelle. Mmh. En tout cas, ça m'a grave donné envie, d'aller à ce festival, parce que tu le vends très bien. Donc ouais, tiens-moi au courant, quand il y aura la prochaine édition, comme ça je communiquerai aussi à ce sujet, parce que je trouve ça hyper important. Et du coup, ça m'a aussi donné, envie de savoir c'est quoi les spécialités culinaires malgaches, par exemple? Ouais. Alors les spécialités culinaires malgaches, c'est marrant parce que on est à la fois assez proche de la nourriture asiatique et on est assez proche aussi de la nourriture, on va dire en général africaine ou plutôt, je prends côte est, voilà. Et en fait, en nourriture, tu vas avoir soit des feuilles de manioc pillées, en fait, qui vont constituer qu'on va mettre avec de la viande de bœuf ou de la viande de porc. Et en fait, ça toujours à manger avec du riz. Donc, si tu te demandes qu'est-ce que les Malgaches mangent tous les jours, on mange du riz. Donc, on mange très peu de pâtes, tout le temps du riz. Et ça, on va tout le temps le coupler avec du riz. Pareil, donc tu vas avoir des spécialités. Là, on le mangeait hier avec mon frère, du bœuf effiloché, en fait, avec du riz, et que tu vas accompagner avec de la charre, de tomates, de carottes, voilà. Et puis, tu peux avoir aussi des spécialités plus dans les provinces qui vont être du poisson grillé avec, voilà, énormément de légumes et toujours du riz, toujours son petit riz à côté. Donc voilà, des spécialités malgaches. Et puis après, comme on a, comme je disais, une empreinte assez asiatique, on a forcément les nems, tu vas avoir des samoussas, voilà, on va avoir des espèces de petits gâteaux de riz sucrés
On va avoir aussi donc enfin voilà, comme tout est vraiment principalement à base de riz, du riz pillé avec des cacahuètes en fait qui vont laisser suffisamment macérer et cuit et en fait ils vont constituer comme un espèce de petit gâteau que tu peux manger voilà avec ton petit café après le déjeuner ou voilà. Mais voilà, n'hésite pas parce que c'est vrai que lors des éditions, en général, les traiteurs malgaches ils ramènent vraiment ce type de spécialité. Ah bah déjà, ça m'a donné faim. J'ai trop envie de goûter maintenant. En plus, il est 13 heures, super. Tristement, non? Et du coup, ça me fait penser aussi, ce que tu parlais de termes malgaches et du coup, bah, quels sont les termes malgaches, qui existent? Enfin, en tout cas, pas tous, mais le b.a-ba. Le b.a-ba, alors c'est vrai que le malgache, c'est ça qui est assez complexe, c'est qu'on a plein de dialectes. Donc tu vas avoir un dialecte différent par région, mais celui entre guillemets qui était devenu le dialecte officiel sur les papiers, les actes de naissance, au tribunal, etc. C'est le dialecte de la capitale, donc c'est le dialecte Mérina. Et en fait, dans les expressions malgaches, ben en fait, tu vois, on a pas mal de mots qui sont rattachés, je dirais, rattachés à l'arabe. Donc nous, par exemple, pour dire bonjour, on dit aussi salam. Donc voilà, comme salam alaikum, nous on dit salam. On a plein de mots comme les jours de la semaine, à la Had, à la Snen, en fait, qui sont vraiment très similaires déjà au malaisien, l'indonésien, les langues de ce côté-là. Et puis pareil aussi des langues arabes. Et donc en fait, on a vraiment tout ce mélange-là. Mais moi, si je pourrais parler, voilà, de mon point de vue féministe, par contre, les expressions à retenir vraiment maintenant à Madagascar, c'est que nous, on parle en fait de Impela Maeri. Donc Impela Maer, ça veut dire les femmes fortes. Parce que très longtemps, en fait, on a eu un truc en fait dans la tradition qui dit que les femmes sont comme des meubles mous, en fait, des meubles silencieux. Et ça, c'est dans la tradition, en fait, ils disent, ça s'appelle, on dit fanaka malim, fanaka pour meuble et malim, bah, mou, voilà, son mouvement, pour dire qu'en fait, une femme va venir juste meubler un foyer. Et en fait, nous, en tant que féministes, on s'est rendu compte que c'est un terme qui était utilisé à tort et qu'aujourd'hui, on va plus parler de fanaka. On va même pas parler de fanak parce que voilà, on n'est pas des meubles, mais on va tout de suite parler de un pélamaillère, donc de femmes fortes. Pareil, donc là, c'est ça qui est assez marrant parce que on n'a pas vraiment de terme à proprement dire aussi pour parler de sororité. Donc il y a quand même plein de mots en fait qu'on va mettre plus ou moins en avant. On a voilà plein d'expressions à Madagascar en fait qui vont malheureusement qui sont assez négatives vis-à-vis de la femme. Donc là on va essayer aujourd'hui de casser tout ça et de mettre de nouveaux termes vis-à-vis donc des sujets malgaches. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de termes qui sont des b.a.-ba, mais on va dire que c'est plutôt moi, si je prenais ça d'un point de vue féministe, on essaie aujourd'hui de ramener de nouveaux termes pour que ça devienne, on va dire, la norme là-bas. Bah, hyper intéressant, merci de ces précisions. Du coup, c'est Pelamaïr, ça se prononce? Pour être sûre. Un Pélabahir, ouais, c'est ça. C'est ça, bah non, c'est ça, tu l'as. Tu vois, c'est ça qui est assez sympa avec le malgache, c'est que c'est assez phonétique. Donc quand tu le lis comme ça, bon, tu arrives quand même à le dire. Bah, trop bien, bah, ça va devenir mon mantra. Mon mantra malgache. Super. Du coup, là, ce que je te propose, c'est qu'on se dirige, tranquillement, vers la conclusion de l'épisode, parce que j'aime bien prendre un peu de temps aussi pour, bien conclure. Donc, déjà, bah, par rapport, à notre discussion, quel serait le mot de la fin? Bon, c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses. C'est vrai que le sujet initial, c'était la sororité, mais c'est vrai que j'étais tellement intéressée par ce que tu me disais sur la culture, malgache que, bah, je voulais, creuser parce que c'est hyper important, de valoriser cette culture pour que d'autres personnes qui nous écoutent puissent par la suite se l'approprier ou leur envie de faire leurs propres recherches. On va dire, ça, c'est vraiment un teasing de tout ce qui existe. Bah en fait, par rapport à la conclusion, il y a quand même des choses dont je voudrais parler. C'est vrai que comme le sujet principal avait été la sororité et que j'ai pu parler aussi des conditions des femmes à Madagascar et de l'égalité et de la culture, moi j'aimerais quand même conclure en fait sur la sororité en général, avec ou sans la couleur de peau, avec ou sans le genre, avec voilà, enfin vraiment ce côté-là. Je voudrais dire quand même qu'il ne suffit pas aujourd'hui de juste prôner la solidarité féminine.
ou encore de juste prôner la sororité. Il faut pas proclamer la sororité. Il faut pas que ça soit dans votre tête. Il faut pas que ça soit seulement sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais également donc inclure la communauté LGBT QIA+, qui est une communauté qui aujourd'hui, on voit aussi, est victime des oppressions, victime du système patriarcal, et qu'on puisse aussi déjà en général dire que cette sororité-là, il faut qu'on puisse l'appliquer. Donc aux adelphes, voilà, aux femmes, aux adelphes, et on aimerait aussi donc j'aimerais dire qu'il faudrait aider un ou une adelphe justement à reprendre la parole. Il faut qu'on aide cette personne qu'on voit en soirée, qui est en difficulté, qui est bourré, qui peut-être se retrouve seul, qui est peut-être, je sais pas, qu'on voit qu'un homme ou quelqu'un d'autre vraiment lui porte des gestes déplacés. Il faut s'arrêter quand on voit qu'une personne n'est pas bien, qu'on voit qu'une adelphe n'est pas bien. Il faut aussi donc comme je disais, donc il faut vraiment l'appliquer. Ça suffit pas de le dire, il faut faire les choses. Et si un jour aussi, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, voir une femme en difficulté qui se dispute avec son conjoint, même si j'étais de l'autre côté de la rue, c'était important pour moi de traverser parce que je me suis dit, attends, tous les jours c'est des valeurs que tu prônes. Là, tu vois une femme qui est en difficulté, en fait, tu vas pas passer ton chemin. Donc même si tu es de l'autre côté, moi j'ai pris le temps, voilà, de traverser, d'aller les voir, de dire est-ce que ça va, etc. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à prôner cette solidarité, cette sororité. Bien sûr, je dis pas mettez-vous en danger à chaque fois, donc n'essayez pas de faire des choses qui vont vous mettre vraiment en danger, mais quand même, je préfère amener de la subtilité en vous disant, ben, qu'est-ce que vous préférez, voir qu'une personne est en danger seule, ou au moins vous êtes en danger à deux, vous voyez? Donc ça, c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est vraiment et aussi de solliciter l'aide qu'il faut. C'est important, voilà, pour qu'on puisse réussir à mettre en place cette sororité, parce que malheureusement, il existe encore des femmes ou encore d'autres voilà, des femmes, des adelphes qui peuvent malheureusement nous mettre des bâtons dans les roues dans cette lutte-là, par intégration ou par voilà, je manque le mot, par inculcation justement de ces valeurs-là, ils vont par exemple, sans faire exprès, parce que c'est ça qu'ils ont toujours connu, nous mettre des bâtons dans les roues. Donc pour qu'on puisse mettre tout ça en place, il faudrait que tout le monde puisse préparer le terrain, tout le monde puisse mettre une pierre justement à l'édifice et qu'on puisse ensemble se créer des opportunités, s'aider à grandir mentalement et puis s'épauler aussi dans tout ce chemin, dans toute cette lutte-là. Ouais, c'est très beau ce que tu nous dis. Du coup, de ce que je retiens, il faut incarner la sororité, la delphité et agir à notre échelle. Et parce qu'en fait, nos actions peuvent impacter la vie d'autrui. Donc, si on a cette possibilité-là, si on a l'espace mental pour, si on a la capacité physique pour, et enfin, si on est en phase avec cette décision, on peut agir. C'est ça, tout à fait. Ok, parfait. Alors, dans la suite de mes questions, c'est qui sont tes rôles modèles? Après, tu nous avais parlé de Gisèle Rabessal, Richiani Ratou et Sidonie. Donc, je sais pas si c'est tes rôles modèles ou s'il y en a d'autres, mais n'hésite pas. Ok. Moi, mes rôles modèles, effectivement, donc j'ai Gisèle Rabessal en plus qui a dit, moi j'aime bien le rappeler dans tous les podcasts parce que je me dis peut-être une personne va pas forcément écouter l'autre. Et donc, elle avait dit, je préfère être au service de ma nation que d'un homme. Et en fait, c'est vrai que ça avait pas mal suscité la polémique en disant mais pourquoi se mettre à dire des choses comme ça? Et moi, je comprends ce qu'elle veut dire. Aujourd'hui, c'est un petit peu le mental que j'ai, c'est que je me dis bah tiens, moi, si je peux apporter ma pierre à mon pays ou encore à plein d'autres communautés, dans ce cas-là, ben je le fais. Et en fait, je vais le faire au détriment justement du pouvoir masculin qui peut s'exercer sur moi, que ça soit mon père, mon frère, un copain, un conjoint, un inconnu dans la rue, je me dis, je le ferai toujours, justement au détriment de leur opinion à eux, puisqu'en fait, je sais que je le fais pour telle raison. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai en tant que rôle modèle. Ensuite, j'ai une deuxième rôle modèle qui est toujours malgache, qui s'appelle Anch, et qui est d'un groupe qui s'appelle Tark, et qui a carrément écrit tout un album qui s'appelle Bon Égal, et en fait qui est vraiment une ode au féminisme. Elle, c'est une femme qui est conventionnellement à Madagascar
pas considérée justement comme féminine, puisqu'en fait elle a le crâne rasé sur les côtés, voilà, elle a une coupe courte, voilà, conventionnellement à Madagascar, c'est pas ce qu'ils vont considérer comme être féminin ou féminine. Et moi en fait c'est ça qui m'a vraiment influencée dans mon parcours, c'est que je me suis dit en fait même physiquement on s'en fiche finalement de à quoi tu ressembles tant que toi tu es dans la lutte et que c'est le plus important. Et enfin, un dernier rôle modèle qui a été longtemps mon rôle modèle, aujourd'hui peut-être qui est moins, je dirais, présente dans mes actions, c'est Michelle Obama qui a été euh, parmi celles qui m'ont le plus inspirée dans les débuts de ma lutte, puisque j'avais lu son livre, j'étais venue à sa conférence qu'elle avait faite à Paris, donc il y a quelques années, et puis en fait j'ai beaucoup aimé son côté assez fort. C'est une première dame, mais ça avait été une première dame qui a été très visibilisée quand même dans la campagne voilà d'Obama. Aujourd'hui, comme je disais, les modèles américains sont de moins en moins des rôles modèles. Je préfère vraiment m'appuyer sur des rôles modèles de ma communauté ou du proche de ma communauté. Mais si je pouvais citer des rôles modèles, je citerais effectivement ces trois-là. Bah, merci de ces partages, ça a l'air d'être 3 femmes, hyper inspirantes et de ce que je retiens, c'est que ce sont les idées qui comptent et que, on peut tous agir à notre échelle et en fait chaque action compte et nous rapproche, de soi. C'est ça. Top. Et du coup, dans la suite de mes questions, il me reste trois petites dernières. Du coup, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors les ressources que je recommanderais, moi j'ai lu un super livre qui s'appelle La moitié du ciel de Nicolas Christophe et de Cheryl Vudun. Et en fait, c'est un super livre qui retrace des témoignages dans plusieurs régions du monde, où en fait ils vont récupérer des témoignages autour de l'excision, des témoignages autour des bordels qui auraient pu exister au Pakistan ou en Inde, encore de témoignages aux États-Unis, donc tout le système des donations, etc. Et c'est un livre qui m'avait été recommandé par une autre collègue féministe. Et en fait, c'est vrai que ce livre a vraiment changé ma vie et m'a permis de voir les choses de façon vraiment différente. Un deuxième livre, c'est Le cœur sur la table de Victoire, pardon, pas Victor, n'importe quoi. Francis, je reprends ma phrase. Euh, Le cœur sur la table de Victor Toyon, en fait, qui est un livre qui parle des relations hétéronormées, des relations conjugales qu'on peut avoir avec les hommes ou encore avec d'autres femmes, d'autres adelphes. Et en fait, ce livre aussi, pareil, il m'a bien aidée puisque moi, je suis célibataire depuis des années. Et en fait, je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche parce que je n'arrive pas en fait à créer un engagement durable en fait avec un compagnon masculin. En fait, ce livre m'a beaucoup aidé, m'a conforté justement un petit peu parce qu'il retrace plein de témoignages, plein de termes qu'on peut voir pour les relations amoureuses. Et franchement, c'était vraiment un livre confortable. Et enfin, le dernier, les ressources que je recommanderais, c'est bien les podcasts, les réseaux sociaux type Téton Marron, Décolonisons le féminisme, Décolonisons-nous. On a aussi le podcast Kif Taras qui nous permet justement de réfléchir à tous nos privilèges ou encore de réfléchir justement à un autre prisme qui est voilà intersectionnel à savoir mon ethnie, mon genre, est-ce que je suis quelqu'un de valide, pas valide, et puis mon genre. Et en fait, ça permet voilà de se poser ces questions-là. Et moi, j'adore Binge Audio, donc c'est vrai que plein de podcasts de Binge Audio, je les écoute à fond. Donc tout ce qui est santé mentale, tout ça, j'adore. Bah, merci pour ces recommandations. Tu es très forte pour le teasing car, j'ai aussi envie de lire, La moitié du ciel, Le cœur sur la table, d'écouter, Kif Taras et voir, les autres ressources que tu as pu nous donner. Donc ce sera en description de l'épisode pour les personnes qui nous écoutent et qui vont aller creuser ces sujets. Et du coup, dans mes dernières questions, c'est que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Très bien. Pour moi, le féminisme, c'est avant tout faire entendre la voix de celles et ceux qu'on n'écoute pas. C'est de faire entendre la voix de celles et ceux qu'on essaie de faire taire. Et c'est aussi rehausser la place des minorités pour une égalité en droit. Également, donc ça, c'est comme ça que je vois le féminisme. J'aimerais dire également que j'aimerais voir sur Matrimoine féministe deux collègues féministes que je suis au quotidien et qui partagent tous les jours. Voilà, qu'elles aient l'énergie, pas l'énergie, elles le font. Premièrement, c'est Fatima Bent.
en fait, qui est présidente de l'association La Liab, en fait, qui a une association féministe et antiraciste qui fait entendre les voix et qui défend le droit des femmes musulmanes. Et ça, c'est vrai principalement dans les médias. Elle aime bien dire donc que en fait, il y a énormément de débats qui se font sur les femmes musulmanes, mais sans les femmes musulmanes. Voilà. Deuxième, ensuite, c'est Jessica Musa, pour qui je respecte énormément, genre son franc-parler, sa constance dans la lutte. Elle, c'est une personne qui n'a pas peur de citer les noms, de pointer du doigt, d'être en colère, et c'est pour ça que j'apprécie énormément son profil. Et elle est donc militante de la mémoire du génocide qui a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda, toujours sous un prisme, comme je disais, à la fois féministe. C'est une femme qui est assez jeune et qui fait face en fait à plein de violences supplémentaires en fait dans sa lutte à elle, dont justement voilà, sur toute la mémoire du génocide. Merci beaucoup pour ces partages. Ce sera avec plaisir de les accueillir, Fatima et Jessica, à mon micro. Du coup, en attendant, merci beaucoup pour cet échange. Je l'ai trouvé très riche et très chouette. Donc, comme tous les épisodes de Matrimoine Family, je sais que je ne suis pas objective, mais c'est pas grave. J'ai adoré l'épisode et c'est ce qui compte. Et merci aussi aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!